Bonjour à tous, merci d'être là pour ma conférence sur jeux vidéo en ligne, mais comment ça lag pas. Et à propos de jeux vidéo, il faut que je vous parle d'un grand classique. Ce grand classique, c'est Super Mario World, sorti sur Super Nintendo en 90. Et le jeu, il est super, sauf qu'il a quand même un petit inconvénient, c'est que, comme je l'ai dit, le jeu, il est sorti il y a plus de 30 ans aujourd'hui. Et en 30 ans, les joueurs ont largement eu le temps d'oublier que c'était le meilleur jeu de tous les temps, et ça, c'est tout bonnement inacceptable. Mais heureusement, je vous rassure, c'est sur ce point qu'on va travailler tous ensemble aujourd'hui. Et donc, comment est-ce qu'on va arriver à ramener les joueurs sur ce jeu? On a une idée. L'idée, elle est sur cet écran, là, vous voyez, il y a écrit Two Player Game. Sauf que sur Super Mario World, il n'y a pas vraiment de mode de joueur en réalité. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les joueurs ne jouent au même moment avec deux manettes. Ça consiste juste à ce que les joueurs se passent la manette quand il y en a un qui meurt ou quand il y en a un qui termine un niveau. Donc on se dit, si on implémentait un mode vraiment coopératif, et en plus si on le mettait en ligne, on pourrait peut-être arriver à faire revenir les joueurs sur le jeu et leur rappeler à quel point le jeu est bien. Donc ça c'est très bien, une fois qu'on a dit qu'on voulait que notre jeu soit en ligne, en multijoueur, tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on a... Ah oui, pardon. Et donc il faut que le jeu retrouve la seule note sur les critiques qu'il mérite. Et donc... Tant pis. Une fois qu'on a dit qu'on voulait que le jeu soit en ligne, à quoi est-ce que ça ressemble et qu'est-ce qui va faire qu'on est content de notre implémentation du jeu en ligne? Eh bien, si on regarde bien, ça se résume principalement en une chose. Cette chose, c'est qu'on veut que les joueurs aient l'impression d'être tous dans la même pièce et ne pas ressentir les latences qui sont causées par le réseau. Et la deuxième chose qu'il faut voir, c'est que le jeu est en ligne, donc ça va impliquer des machines dans lesquelles on ne pourra pas faire confiance, c'est-à-dire les machines des autres joueurs. Et donc, il va falloir s'assurer que ces autres joueurs ne nous envoient pas des actions qu'ils n'ont pas le droit de faire. Par exemple, dans Mario, si un joueur est déjà en l'air et qu'il essaye de ressauter, il va falloir qu'on valide qu'il a bien le droit de sauter. Et s'il est déjà en l'air, on ne va pas l'autoriser parce qu'il n'y a pas de double saut dans Mario. Donc il va falloir empêcher aussi les joueurs de tricher. Et pour les empêcher de tricher, il y a une approche assez commune qui s'appelle l'approche serveur autoritative. Et pour comprendre en quoi ça consiste, on va prendre un petit exemple. Admettons qu'on ait trois joueurs, qu'on appellera Mario, Luigi et Toad. Toad, c'est le personnage champignon au bout, pour ceux qui ne connaissent pas trop Mario. Donc, admettons que ces trois joueurs sont connectés à un serveur central. Pour simplifier les explications, on va partir du principe que le joueur qui joue Mario s'appelle Mario, sa console s'appelle Mario, son personnage s'appelle Mario. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, nos trois joueurs sont connectés à un serveur central, et admettons que notre Mario veuille faire une action. Par exemple, sauter, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer ce qu'on appelle une input. Une input, c'est l'action d'appuyer sur un bouton et qui déclenche une action sur le jeu. Donc Mario va envoyer son input directement au serveur. Le serveur va traiter cette input, donc d'une part valider qu'il a bien le droit de le faire, l'exemple que je disais tout à l'heure, si Mario est déjà en l'air, on ne va pas le faire ressauter, et vérifier quel est l'effet de cette input sur l'état global du jeu. Bon, très bien. Une fois que le serveur a fait tout ça, il va renvoyer le nouvel état du jeu à tous les nouveaux joueurs. Et donc, dans cette configuration, les clients sont ce qu'on appelle des dumb clients, ou clients idiots en français, parce que leur rôle, ça va juste être d'envoyer les inputs au serveur et de réceptionner le nouvel état du jeu de manière très fréquente. Donc, à aucun moment, ils vont avoir la responsabilité de gérer la physique du jeu, etc. eux-mêmes. Tout ça, c'est à la responsabilité du serveur. Et donc, puisque c'est le serveur sur lequel on a la main qui s'occupe de tout ça, a priori, le joueur ne va pas pouvoir tricher sur la physique du jeu. Ok, donc tout ça, c'est très bien. Ils sont connectés à un serveur, un autoritatif serveur. Donc tout ça, c'est très bien, mais comment est-ce qu'on renvoie tout l'état du jeu? Comment est-ce qu'on fait pour représenter sous la forme de paquets l'ensemble de tout l'état d'un jeu? Et ça se résume principalement, pour comprendre ça, il faut reprendre un exemple et bien comprendre que sur un écran de jeu, il y a deux types d'objets. Il y a les premiers, ceux qu'on appelle statiques, et c'est ce qu'on appelle la carte. Donc sur cette capture d'écran, des éléments qui peuvent faire partie de la carte, ça peut être le sol sur lequel marche Mario, les nuages, tout ça, c'est des choses qui ne bougeront jamais, donc leur état est figé pendant toute la partie, et tout le monde a le même au début. Ou encore les arbres en arrière-plan, tout ça, pareil. Donc ça, c'est des éléments. C'est pas la peine que le serveur renvoie des informations sur l'état de ces éléments au fur et à mesure de la partie, parce que on va juste avoir tous le même au début et on va jouer avec. Et donc ça, en général, c'est pas envoyé par le serveur, c'est envoyé sur votre support physique de base. Donc ça peut être sur la cartouche si vous avez acheté le jeu, ou sur votre CD, ou quand vous téléchargez votre jeu sur Steam. Ok, donc très bien. Et assez logiquement, ce qui n'est pas statique, c'est dynamique, et c'est ce qu'on appelle les game objects. Et donc des exemples de game objects, ça va être votre joueur qui bouge forcément tout au long de la partie avec vos inputs, les joueurs qui sont contrôlés, les personnages qui sont contrôlés par le serveur. Il faut effectivement renvoyer leur état de manière fréquente pour que tout le monde sache où est-ce qu'ils se trouvent.
Il va y avoir les pièces, c'est un GameObject un petit peu particulier parce que elles, leur état n'évolue que très peu dans la partie. C'est-à-dire que au maximum, leur état va changer une fois, de la pièce est là à la pièce n'est plus là, si un joueur l'attrape à un moment ou à un autre. Et les autres joueurs, évidemment, sont des GameObjects parce que pour la même raison, il faut savoir où est-ce qu'ils se trouvent, et donc il faut récupérer cette information. Donc tout ça, c'est très bien, maintenant qu'on a compris que c'était les GameObjects qui nous intéressaient et qu'il fallait updater de manière fréquente. Et en bon développeur, on va mettre tout ça dans un gros JSON qui représente l'état du jeu des GameObjects. On va renvoyer tout ça à chaque tick, donc de manière très fréquente. Et tout ce système-là, ça s'appelle un netcode. Alors un netcode, c'est l'ensemble des algorithmes qui tournent à la fois côté client et côté serveur pour s'assurer que tout le monde ait un état de jeu consistant et tout le monde ait le même état de jeu. Donc tout le monde voit la même chose sur son écran en gros. Donc on va implémenter notre netcode. Enfin plutôt TechRex va implémenter notre netcode. Je vous présente TechRex, notre mascotte, qui va faire tous les développements pour nous parce que malheureusement en 45 minutes ça risque de faire un petit peu short. Donc TechRex implémente le netcode pour nous, on fait les tests et on se rend compte qu'on a quand même 2-3 petits soucis. Le premier, c'est que le serveur est complètement sur les rotules, alors qu'il n'y a qu'une seule partie qui fonctionne dessus. Et en termes de réseau, on est au maximum aussi. Toute la bande passante est utilisée pour notre partie. Et tout ça, c'est logiquement, ça crée des saccades sur les déplacements des personnages. Et le jeu est globalement injouable. Et les critiques spécialisées n'oublient pas de nous le dire. Donc on est encore assez loin du 100% qu'on voulait avoir au début de ce talk. Donc ça veut dire que malheureusement, on va devoir creuser tout ça, essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et pour comprendre comment est-ce que ça ne fonctionne pas, il faut bien voir que ce qui se passe actuellement, c'est que environ 30 fois chaque seconde, on va prendre les inputs de chaque joueur. Donc Mario va envoyer son input, le serveur va traiter, va voir quel est l'effet de son input sur l'état du jeu, va valider que l'input est légal, renvoyer le nouvel état du jeu à tout le monde. Puis pareil pour Toad qui va envoyer son état, on traite, on renvoie à tout le monde, le Luigi envoie son état, on retraite, on envoie à tout le monde. Ça fait énormément de données à mettre sur le réseau et ça fait énormément de traitements différents à faire. Donc il y a peut-être quelque chose à faire, et ce quelque chose à faire, ça consiste à mettre en place ce qu'on appelle un tick rate. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une fréquence de rafraîchissement sur le serveur qui va être de l'ordre de 20 ou 30 fois par seconde. Et donc le tick rate, c'est cette fréquence, et on appelle un tick la durée qui y correspond. Donc si le tick rate est de 30 ticks par seconde, un tick dure un trentième de seconde, assez logiquement. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que pendant la durée d'un tick, on va prendre toutes les inputs des joueurs, et côté serveur, on ne va faire aucun traitement. Et pendant cette durée de ce tick, on prend toutes les inputs, et seulement à la fin du tick, on va traiter toutes les inputs d'un coup, voir quel est l'effet de ces inputs sur l'état du jeu, etc. Et seulement à ce moment-là, on va renvoyer un seul nouvel état du jeu à tout le monde. Donc on va implémenter le tick rate sur notre netcode, TechRex va le faire en tout cas. On refait des tests et on se rend compte que les problèmes de surcharge de serveur sont largement résolus. En même temps, on a divisé par le nombre de joueurs le nombre de traitements pratiquement. Du point de vue réseau, on a largement limité la quantité de données qu'on met sur le réseau, mais on n'y est pas encore tout à fait. Il y a encore un peu de travail, donc il va falloir qu'on creuse à nouveau sur notre code. Et donc, qui dit réseau dit protocole. Donc le protocole, c'est l'ensemble des règles sur lesquelles se sont mis d'accord le client et le serveur dès le début pour communiquer entre eux et pour que tous les messages soient compris. Donc qui dit protocole dit à cette couche-là, il y en a deux principaux, c'est le TCP et l'UDP, qui ont des points communs et des différences. Donc un point commun entre les deux, typiquement, c'est que les paquets qui arrivent ne sont pas altérés. Si un receveur reçoit un paquet avec un contenu, il sait qu'il a été envoyé comme ça, et si ce n'est pas le cas, il a un moyen de le vérifier. Donc on sait que les paquets qui arrivent étaient bien dans cette forme dès le début. En revanche, il y a quelques différences entre TCP et UDP. Les paquets qui arrivent en TCP, dans un ordre, ont été envoyés dans le même ordre. On a la certitude, en UDP, on n'est pas sûr. Donc en TCP, si on a envoyé paquet 1, puis paquet 2, puis paquet 3, on a la certitude que le receveur va avoir paquet 1, puis paquet 2, puis paquet 3. Et une autre différence, c'est que les paquets arrivent au moins une fois en TCP, ou si ce n'est pas le cas, on est informé en tant qu'envoyeur. En UDP, ce n'est pas vrai. On envoie un paquet et il se passe ce qui se passe. Heureusement, la majorité des cas, ils arrivent, mais ça a quand même des implications. Et on se dit que toutes ces promesses que nous font TCP, finalement, ça doit sûrement avoir un coût en termes de ressources et en termes de réseau, par ailleurs. Et puis si on regarde bien, on se rend compte qu'une des promesses que nous fait le TCP, elle est même carrément contre-productive. C'est celle qui dit que les paquets arrivent dans l'ordre dans lequel ils ont été envoyés. Et pour comprendre ça, on va reprendre un exemple.
Donc je le disais tout à l'heure, ce que fait le serveur, c'est que de manière fréquente, il va envoyer les états du jeu à différents moments. Donc l'état à T0, puis l'état à T1, puis l'état à T2. Très bien. Maintenant, admettons que l'état à T0 se perde. Il y a des pertes de paquets, c'est de la physique, malheureusement, on n'y peut rien, ça arrive. Ce qu'on ferait en TCP, c'est qu'on mettrait en pause l'envoi des paquets subséquents, on attendrait que le serveur renvoie l'état à T0, puis on enverrait enfin les états à T1 et à T2. Or, nous, ce qu'on veut sur notre jeu, c'est juste afficher à l'écran des joueurs le dernier état connu du jeu. À partir du moment où l'état à T2 il a été envoyé par le serveur, les états à T1 et à T0, ils ne nous intéressent plus, on ne va même plus les afficher de toute façon. Donc, c'est problématique et on a plutôt intérêt à prendre de l'UDP dans notre cas. Et donc, sur le réseau, le deuxième truc sur lequel on peut faire de l'optimisation, c'est sur la façon dont on formate nos données. Donc ça, c'est l'exemple de JSON que je vous ai montré tout à l'heure, qui représente un GameObject, en gros. Et on se rend compte que, d'une part, un JSON, c'est une grande chaîne de caractères, donc avec beaucoup d'informations et ça prend pas mal de place. Et en plus de ça, le serveur, finalement, il envoie plus ou moins toujours le même type de données, d'une certaine façon. C'est-à-dire que les GameObjects, ils sont plus ou moins toujours formatés de la même manière. Et si on se met d'accord dès le début entre un client et un serveur sur une façon de formater un GameObject en disant tel octet contient telle information, etc., eh ben on se rend compte qu'on arrive à diviser par 5 sur cet exemple, qui n'est pas forcément des plus représentatifs d'un jeu vidéo, mais qui donne quand même une petite idée. On arrive à diviser par 5 la taille de notre GameObject, et donc pratiquement diviser par 5 l'utilisation de notre réseau à ce moment-là. Donc, on va implémenter l'UDP et notre nouveau format de données. On refait des tests et on se rend compte que le problème de trop d'utilisation de réseau est bien résolu, mais pour une raison qui nous échappe, on a encore des saccades sur les déplacements des personnages. Tout ça n'est toujours pas très fluide. Et en plus, maintenant que le jeu commence à jouer, que le jeu commence à fonctionner, les joueurs ont du mal à jouer. Et ça, quand on a la manette en main, on se rend assez rapidement compte de pourquoi. C'est qu'il y a un effet qui s'appelle l'input lag, donc une latence entre le moment où vous appuyez sur un bouton et le moment où vous voyez vraiment ce qui se passe sur l'écran. Et ça peut être imputé sur l'approche serveur autoritative dont je vous parlais tout à l'heure, parce que ce qu'on faisait jusque-là, c'est qu'on envoyait notre input, on attendait que le serveur le traite, avec toutes les latences réseau que ça implique, et seulement là, on affichait le résultat chez tout le monde, ce qui pose quelques petits soucis. Et pour comprendre en quoi c'est un souci, admettons que notre Mario veuille sauter par-dessus le ravin, donc assez logiquement, il ira à droite. Et c'est à peu près à ce moment-là qu'il devrait sauter, normalement. Sauf que s'il a un input lag de 100 millisecondes, ça veut dire que s'il appuie là sur son bouton et que l'input est prise que 100 millisecondes plus tard, le moment où l'input va être pris en compte, il sera déjà dans le ravin, il sera déjà trop tard, il sera en train de tomber. Donc pour résoudre ce problème, on va... Pardon. J'ai dit le Mario, il tombe et il sera trop tard. Voilà, c'est mieux. Désolé Mario. Donc pour résoudre ce problème, on va prendre une nouvelle assertion, et cette nouvelle assertion, c'est qu'on s'autorise à afficher un état du jeu légèrement différent de ce qui nous est donné par le serveur, à condition qu'on se resynchronise avec lui le plus rapidement possible, parce qu'on reste sur une approche serveur autoritative, et on continue à penser que le serveur a toujours raison, mais pour éviter l'input lag, on va s'autoriser à faire des petits écarts, et on va voir comment est-ce qu'on peut utiliser cette assertion à l'aide d'un exemple. Donc admettons qu'on joue Luigi. Donc notre manette contrôle Luigi, le Mario qui est à gauche, c'est un autre personnage. Et donc, admettons que notre Luigi veuille aller à droite. Donc Luigi va assez logiquement appuyer sur le bouton droit. Petit point sur les couleurs, juste. Donc le Luigi que vous voyez à gauche en noir et blanc, c'est la position du Luigi telle qu'elle est connue par le serveur. Et le Luigi en couleur, c'est la position que nous, on va afficher. Donc, comme je le disais, on va s'autoriser à faire un petit écart avec ce que nous dit le serveur, et on ne va pas attendre que le serveur nous renvoie la nouvelle position du Luigi. On va directement essayer de prédire la réponse que va nous rendre le serveur à partir des inputs qui ont été faits sur la manette. Puis, assez logiquement, un peu plus tard, le serveur va nous répondre. Et effectivement, la prédiction était la bonne, parce que le Luigi s'est bien déplacé comme ça, le serveur est d'accord. Et comme ça, on a réussi à afficher la position du Luigi un peu en avance de phase, et on n'a pas d'input lag parce que le mouvement a été pris en compte immédiatement après la pression sur la touche. Donc ça, c'est cool, et c'est une technique qui s'appelle la client-side prediction. Donc ça, ce que je vous présentais, c'est le cas le plus qui se passe bien, c'est-à-dire que la prédiction s'est bien passée. C'est souvent le cas, mais pas toujours. Donc il faut quand même qu'on soit capable de résoudre ces conflits-là. Et donc, pour comprendre ça, on va reprendre un exemple. Admettons que pour une raison X ou Y, notre Luigi, sur sa console, la console ne sait pas qu'il y a les blocs violets devant lui.
Et bah, ce que va faire la console assez logiquement, c'est prédire que Luigi continue à aller à droite quand il fait une pression bouton droit, parce que bah, la console va dire oui, il n'y a pas de souci, tu traverses les bugs, de toute façon il n'y a pas de bloc, donc tu traverses rien du tout, c'est cool. Puis le Luigi est bien parti, donc son action suivante, ça va être de sauter. Voilà. Un peu plus tard, le serveur va envoyer sa réponse pour le premier input, sauf que le serveur, lui, sait qu'il y a les briques devant. Donc sa réponse, ça va être de dire bah, désolé, tu peux pas aller plus loin que ça au niveau des briques, t'es bloqué. Le client reçoit cette nouvelle information et il va essayer de rattraper le coup. Et donc, il sait que le serveur a toujours raison, donc il va remettre le Luigi à la dernière position connue par le serveur. Sauf que tout à l'heure, on a dit que le Luigi il avait une input d'avance par rapport à ça. Il a sauté après ça. Donc, ce qu'on va faire pour conserver un tick d'avance par rapport à la position que nous a donnée le serveur, c'est qu'on va rejouer la dernière input du joueur pour le mettre à la nouvelle bonne position. Et donc ça s'appelle la serveur réconciliation, parce qu'on essaye de se réconcilier avec un serveur qui n'était pas d'accord avec notre prédiction. Donc on implémente la client-side prediction et la serveur réconciliation, c'est cool, et on se rend compte que notre problème d'input lag est bien résolu. Donc ça fait un problème de moins, mais il y a toujours le problème des saccades sur le déplacement des personnages à résoudre. Et donc pour comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce problème-là, en fait la raison c'est qu'on a une désynchronisation entre la fréquence à laquelle notre serveur nous envoie des nouvelles informations, donc des nouvelles positions de nos personnages en gros, et la fréquence à laquelle notre écran est capable de nous afficher de nouvelles images. Donc en ordre de grandeur, le tick rate, donc la fréquence à laquelle le serveur nous envoie les infos, c'est entre 10 et 60 fois par seconde, alors qu'on commence à considérer qu'une image est fluide à partir de 50 ou 60 images par seconde, parce que c'est à cette fréquence-là que s'affichait Mario World à l'époque en Europe, sur Super Nintendo, 50 en Europe et 60 dans le reste du monde. Donc pour comprendre comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème, bon, déjà, il y a une solution assez triviale, c'est de dire bon, on augmente la fréquence à laquelle le serveur envoie des informations. Comme ça, c'est synchronisé, on est content. Sauf que envoyer 60 ticks par seconde, donc envoyer 60 fois des informations par seconde, ça veut dire que votre serveur doit largement tenir la charge et qu'en gros, il a 17 millisecondes pour traiter toutes les inputs et renvoyer tout ça. Ce qui est dans les faits faisable, mais très difficile et ça coûte assez cher. Donc on va partir sur une autre solution. On va reprendre un exemple. Encore une fois, on joue Luigi, donc ça veut dire que le Mario, c'est un autre joueur. Et les positions qu'on voit là, c'est des positions qui nous sont envoyées par le serveur. Donc disons que notre Mario va y aller à droite. Toujours le même code couleur. La couleur qu'on a, le Mario à gauche en couleur, c'est la position que nous, on affiche sur notre écran. La position en noir et blanc, c'est la position qui nous est donnée par le serveur. Donc ce qu'on faisait jusque-là, c'est que côté client, on recevait une nouvelle position du Mario. On l'affichait immédiatement, parce que le serveur a toujours raison, il n'y a pas de souci vis-à-vis de ça. Mais le problème, c'est que vu que le serveur nous envoie 3 fois moins souvent des informations que ce qu'on affiche des nouvelles images, on va déplacer le Mario, et pendant les 2 frames suivantes, pendant les 2 images affichées par notre écran suivante, le Mario ne va pas bouger. Et ça va donner un effet très très saccadé et qui fait mal aux yeux à regarder. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est qu'on va distiller dans le temps le déplacement du Mario, de telle sorte que quand on arrive à la frame où le serveur est censé nous envoyer une nouvelle information, on affiche le Mario à la position précédente. Et ça s'appelle l'interpolation d'entité. Et là, vous voyez quand même qu'il y a un petit défaut à cette approche-là, c'est que, du coup, on affiche tout le temps le Mario avec un tick de retard. On pourrait se dire que c'est vraiment dommage comme ça, mais en réalité, il faut se rappeler qu'un tick, c'est quelque chose qui dure de l'ordre du 20e ou du 30e de seconde. Et dans la majorité des jeux vidéo, ça ne va pas du tout impacter le gameplay d'avoir des game objects qui sont affichés avec un 20e de seconde de retard. Et c'est largement préférable à avoir des mouvements saccadés sur tous les game objects. Donc on met ça en place, c'est... Bon, TechRex a l'air de commencer à stresser, mais bon, ça va aller, je pense. TechRex nous fait les implémentations, on refait les tests, et on voit que les saccades sur le déplacement des personnages sont résolues, donc on commence à être content. Là, on a un netcode qui fonctionne assez bien, le jeu fonctionne assez bien. On se décide à mettre tout ça en prod, et les journalistes sont bien plus contents de ça, parce que déjà, le jeu est jouable, ce qui est pas mal. Par contre, comme je l'ai dit, le jeu, mine de rien, il a 30 ans, donc ça reste des mécaniques qui ont 30 ans, ce qu'on vous propose là. Donc il faut quand même qu'on fasse évoluer tout ça, sinon on n'arrivera pas à notre objectif final d'avoir 100% sur Metacritic. Donc il faut qu'on trouve des nouvelles mécaniques de jeu, donc on va mettre les marketeurs sur le point.
Les marketeurs réfléchissent, ils regardent ce qui existe à droite à gauche, ils voient du PUBG, ils voient du Fortnite, ils voient du... Même sur les jeux rétro, on n'hésite pas trop à nous faire du Tetris 99, du F-Zero 99. Ils nous disent, vous savez quoi, on va faire ce qui fonctionne, il nous faut Super Mario World Battle Royale, c'est ça l'avenir, c'est ça qui va fonctionner. Et ils nous laissent là-dessus, sans nous dire ce que ça impliquera en termes de règles sur le jeu, donc il faut qu'on réfléchisse. À quoi ça peut ressembler un Super Mario World Battle Royale? Disons qu'on fait jouer des cartes aléatoires du jeu de base, les unes après les autres, et on dit qu'à la fin de chaque carte, on va mettre 100 joueurs en même temps sur la partie, du coup, Battle Royale, et on va dire qu'à la fin de chaque carte, les X derniers sont éliminés, et on fait des cartes jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un joueur qui l'emporte. Et on va rajouter, parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs, ça sera plus drôle, on va rajouter un côté PVP, un côté joueur contre joueur. On va dire que si un joueur saute sur la tête d'un autre, il le stun pendant 2 secondes, il l'empêche de bouger pendant 2 secondes. Donc techniquement, on se dit ça doit être essentiellement le même jeu, mais avec 100 joueurs à l'écran. Donc bon, il y aura des développements à faire pour implémenter ces mécaniques, mais d'un point de vue netcode, on devrait être assez tranquille. Donc on implémente tout ça, on fait des tests, et bon, ça a changé des trucs sur le netcode visiblement. On a à nouveau des problèmes de réseau, ce qui logiquement recrée des saccades sur les déplacements des personnages. Et en plus, le jeu devient un petit peu unfair pour les joueurs qui ont une mauvaise connexion Internet, parce que ces joueurs-là n'arrivent pas à toucher les autres. Ils ont l'impression sur leur écran de bien les toucher, mais le serveur leur dit « non, désolé, t'es à côté ». Donc on va prendre les problèmes les uns après les autres. On va revenir sur le problème de réseau, parce qu'on pensait l'avoir résolu, c'est revenu, ça nous embête un peu. Et pour résoudre ce problème de réseau, on va prendre une nouvelle assertion. Cette assertion, c'est que le plus souvent, les GameObjects ne changent pas. Leur état ne change pas. Comme ça peut avoir l'air d'être assez audacieux comme take, parce que on a envie de se dire, bon, mon personnage, il bouge tout le temps, en réalité, je fais des inputs tout le temps, donc son état change tout le temps. Mais on va prendre un exemple et comprendre que c'est pas tout à fait le cas. L'exemple typique, c'est la pièce dont je vous parlais tout à l'heure, celle qui se trouve en haut, là, dont l'état dans le jeu ne va changer qu'une seule fois en réalité. Donc est-ce qu'on a vraiment envie de renvoyer le nouvel état de la pièce à chaque tick 30 fois par seconde à tous les utilisateurs, alors qu'on sait que ça va changer au maximum une fois, et ça se trouve, son état ne va même pas changer à cette pièce. Et même pour un GameObject qui, a priori, change beaucoup plus, à savoir votre personnage, on va regarder ça un peu en détail, et on va voir qu'il n'y a pas besoin de tout envoyer à chaque fois. Donc la pièce, on l'a dit sur la frame qu'on voyait à l'écran précédemment, elle était là avant, elle est toujours là, donc on ne va pas renvoyer à chaque fois son nouvel état, de toute façon c'est toujours le même. Donc ça, c'est déjà ça d'économiser. Et sur notre personnage, sur cette frame, il est en train de sauter. Donc ça veut dire que sa position selon X, sa position horizontale, elle ne bouge pas, c'est toujours la même. Sa position selon Y, il est en train de sauter, donc elle évolue, il est en train de gagner en hauteur. Donc ça, il faut le renvoyer, il faut que tout le monde soit mis au courant pour bien avoir les bonnes images qui s'affichent chez tout le monde. La direction dans laquelle il regarde, est-ce qu'il regarde à gauche, à droite? Sur la frame précédente, il regardait à droite, maintenant il regarde toujours à droite. Bon, on va pas le renvoyer à chaque fois, c'est dommage. La taille du personnage, est-ce qu'il a mangé un champignon, est-ce qu'il a mangé une feuille ou que sais-je? Ça finalement c'est pareil, c'est une information qui change très très rarement dans la partie. Donc on va pas le renvoyer non plus. Et est-ce qu'il regarde sur ses pieds ou vers le ciel? Pareil, on va pas le renvoyer à chaque fois. Et donc juste sur cet exemple, on se rend compte qu'il y a énormément d'octets à économiser sur le réseau et qu'on pourrait gagner là-dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est que plutôt que d'envoyer à chaque fois l'ensemble de tout l'état du jeu, on va envoyer la différence entre l'état actuel et l'état précédent. Et là, vous allez me dire, oui, non mais attention, on a choisi d'avoir le protocole UDP, ce qui veut dire qu'on a des chances de perdre des paquets. Donc si le paquet qui dit que notre pièce elle a été prise à un moment dans le jeu, il se perd, et il y a toutes les chances que les consoles ne soient pas capables d'afficher que la pièce a été prise. Et donc on aura une désynchronisation entre le serveur et le client, ce qui n'est absolument pas souhaitable. Donc ce qu'on va faire à la place, c'est que quand on envoie un delta, une différence entre deux états, on va demander aux consoles de nous envoyer un acknowledge, donc de dire c'est bon, j'ai bien reçu ce delta, j'ai bien reçu cet état du jeu, et je l'ai bien affiché sur mon écran. Et de cette façon, ça veut dire qu'on va envoyer toujours la différence entre l'état actuel et l'état au dernier ACK. Comme ça, on sait que si le paquet qui dit que la pièce a été prise se perd, de toute façon, l'information va se retrouver dans le paquet suivant, et on sera toujours bon. La deuxième chose que vous pourriez dire sur cette approche-là, c'est que non mais attends voir, tu veux conserver tout l'état de tout le jeu
pendant plusieurs secondes, plusieurs fois par seconde en plus, parce qu'on a 32 tick rate, donc 30 fois par seconde. Ça va prendre énormément de place, tout ça, tu vas devoir le stocker dans la mémoire. Comment est-ce que tu vas faire? Et donc, pour voir si vraiment ça prend tant de place que ça, on va essayer de faire une approximation, un calcul au doigt mouillé. On va sortir notre petite calculette, on va sortir notre petite ardoise, on va approximer. Donc, disons qu'on est 1000 game objects. C'est bien plus que ce qu'on avait dans les exemples précédents, mais bon. C'est une approximation de toute façon. C'est pour se faire une idée de si c'est jouable ou pas. Donc 1000 game objects. On conserve l'état du jeu pendant 3 secondes. On a un tick rate de 30 ticks par seconde, donc ça veut dire que chaque seconde, on va conserver 30 états différents. Et on va dire que ça consomme 100 octets de conserver un game object. Ce qui est plus que dans les exemples qu'on avait précédemment, mais toujours pareil, c'est une approximation. Donc on fait le calcul, on fait la multiplication de toutes ces choses-là, et on se rend compte qu'on arrive à la somme exorbitante de 9 mégaoctets pour tout conserver. Ce qui, pour un serveur aujourd'hui, devrait être jouable, sans casser nos coups AWS, je pense. Donc, bon, c'est implémentable, on va le faire. Et cette technique, ça s'appelle la delta compression, parce qu'on envoie toujours la différence entre l'état actuel et l'état précédent, plutôt que d'envoyer l'état complet du jeu à chaque fois. Donc TechRex nous implémente la delta compression. Ça n'a pas l'air d'aller mieux, mais bon. OK. Il nous implémente la delta compression, et on se rend compte que les problèmes d'utilisation du réseau sont bien résolus. En même temps, on a économisé drastiquement le nombre d'octets qu'on envoie sur le réseau. Ce qui nous laisse encore le problème des joueurs qui n'arrivent pas à toucher les autres quand ils ont un ping trop important. Alors pourquoi est-ce qu'il y a ce problème-là? Pour comprendre ça, on va reprendre un exemple à nouveau. Admettons que nos 3 joueurs aient une connexion un petit peu différente. Donc notre Toad, il est directement connecté sur le data center avec un câble Ethernet. Lui, il a une latence de 5 millisecondes. Ce qui veut dire que tout ce qui se passe sur son écran, c'est ce qui se passe en réalité sur le serveur. Donc il est à T0, il est au tick le dernier connu par le serveur. Maintenant, notre Luigi, il a une connexion un peu plus réaliste. Il a 60 millisecondes de latence. Donc ça veut dire que tout ce qui se passe sur son écran, ça s'est passé il y a 2 ticks sur le serveur, le temps que l'information arrive jusqu'à lui. Et maintenant, admettons, troisième exemple, que notre Mario habite dans la Creuse, il a une connexion beaucoup moins bonne. Il a 300 millisecondes de latence, donc avec un tick rate de 30. Ça veut dire que tout ce qu'il voit sur son écran, ça s'est passé il y a 10 ticks, ou il y a 300 millisecondes. Donc très bien. Maintenant, admettons que notre Mario, il arrive au bout du niveau, il a le Toad devant lui, et donc il se dit, ma dernière chance de ne pas me faire éliminer, c'est de lui sauter dessus pour le bloquer pendant 2 secondes, et lui passer devant. Bon, assez logiquement, le Mario, s'il veut toucher le Toad, il faut qu'il ait une trajectoire qui est à peu près cette forme-là. Donc c'est ce qu'il fait, sauf qu'il ne faut pas oublier que le Mario, tout ce qu'il voit sur son écran, ça s'est passé il y a 10 ticks pour le serveur. Donc lui, il voit qu'il le touche, mais le serveur dit, bah non, désolé, ça c'est la vieille position du Toad, il n'est plus là, le Toad, il est déjà parti très très loin. Donc très bien, sauf que ça tombe bien, à la partie précédente, on a dit qu'on allait conserver tous les états du jeu dans le passé. Donc en plus, on sait quand est-ce que le Mario a acknowledge pour la dernière fois. Donc on a une petite idée de la latence qu'il y a entre le serveur et le client, et donc combien de temps les informations mettent à arriver du serveur jusqu'au client. Donc on va exploiter ça, et dire que maintenant, quand le serveur reçoit un input d'un joueur, donc sauter dans notre exemple là, plutôt que de dire que l'input a été prise juste maintenant, le serveur va dire « Ok, je vais faire comme si cet input avait été envoyé il y a 10 ticks, parce que je sais que Mario met 10 ticks pour m'envoyer des informations. » Et donc on va compenser ça. Et cette technique, ça s'appelle la lag compensation. Et parce que voilà, ça permet de compenser et de faire comme si le joueur était connecté directement sur le serveur, et comme si les inputs du joueur arrivaient immédiatement après son appui sur le bouton. Donc TechRex nous implémente la compensation de lag, et notre problème est résolu. Donc on est content. Là, de nouveau, on a un jeu qui fonctionne assez bien, on en est assez fiers à nouveau. Et on se dit qu'on va continuer comme ça, on met en prod ça. Et le jeu fonctionne tellement bien à la fin qu'il devient compétitif. Et donc ça devient totalement inacceptable pour les joueurs de perdre une partie juste parce qu'ils ont eu un problème de connexion à un moment, parce que ça peut leur faire perdre un rang sur leur elo, ça peut leur faire perdre une compète, enfin c'est dommage, et c'est inacceptable pour eux. Et donc pour encore réduire les latences, on va devoir prendre une nouvelle assertion. Cette nouvelle assertion, c'est que le plus souvent, les joueurs font toujours les mêmes inputs.
Donc comme ça a aussi l'air d'être une assertion qui est assez audacieuse aussi. Mais il faut se rappeler que, encore une fois, le serveur il traite les informations de l'ordre de 30 fois par seconde. Des joueurs qui font 30 inputs différentes par seconde, c'est assez rare. S'ils en font 4 ou 5 différentes, c'est déjà beaucoup. Donc, mis à l'échelle de la fréquence à laquelle le serveur traite les inputs, c'est pas totalement déconnant de dire ça. Donc, comment est-ce qu'on exploite ça? Exemple, encore une fois. Donc, l'exemple de tout à l'heure, hein, le Mario qui voit tout en décalé. Maintenant, admettons que notre Mario, on fait la supposition que le Toad fait toujours la même action et on sait que sa dernière action, c'est d'aller à droite. Donc nous, de notre côté, la console, au lieu d'afficher la dernière position qu'on connaît du Toad, on va plutôt faire comme si le Toad avait continué à se déplacer vers la droite pendant 10 ticks. Et donc, si cette supposition que le Toad il a effectivement fait que se déplacer vers la droite pendant ces 10 ticks qu'on a de latence par rapport au serveur, eh ben, on réussit à totalement gommer la latence et à faire en sorte qu'on voit la position du Toad telle qu'elle est connue par le serveur, et ce, malgré le temps qu'il faut à l'information pour passer du serveur jusqu'au client. Maintenant, ça c'est le cas dans lequel on a supposé que Toad avait tout le temps fait la même chose, se passe bien. C'est souvent le cas, surtout si vous avez des faibles latences. Maintenant, admettons que ce ne soit pas le cas. Notre Toad, il s'est arrêté de marcher au bout de 5 frames, en fait. Donc nous, ce qu'on faisait jusque-là, je vous le disais avant, on part du principe que le Toad, il a toujours fait la même chose pendant les 10 ticks qui nous séparent du serveur, très bien. Puis le serveur nous envoie une nouvelle information sur la position du Toad, à savoir, Toad s'est arrêté au bout de 5 ticks. Et donc là, on va rattraper notre erreur, repositionner le Toad là où il était il y a 5 ticks, et réexécuter pendant les 10 ticks suivants toujours la dernière input du Toad, à savoir, là, puisqu'il s'est arrêté, rien du tout, parce que il n'a pas bougé. Et cette technique, ça s'appelle le rollback based netcode. Rollback parce qu'on accepte d'afficher des positions qui sont fausses. Si jamais on se trompe, on téléporte le GameObject qui était au mauvais endroit. Donc ça, c'est assez pratique, mais l'inconvénient, c'est que plus vous avez une mauvaise connexion, plus vous verrez des saccades et des téléportations des personnages, parce que la supposition qu'un joueur a toujours fait la même chose pendant 2 ticks, si vous avez 2 ticks de latence, elle a quand même beaucoup plus de probabilité d'être vraie que de dire qu'un joueur a toujours fait la même chose pendant 50 ticks d'affilée, si vous avez 50 ticks de latence. Et donc là, de toute façon, il n'y a rien à faire. C'est pas forcément le type de netcode le plus adapté si vous avez des joueurs qui ont une mauvaise connexion. Donc on est content, on met en place le rollback based netcode. Ok, ça va pas mieux. Bon. Courage TechRex, on arrive vraiment au bout du talk là. Donc nos tests sont terminés, on fait les tests et enfin notre jeu atteint nos attentes. On a enfin atteint la note qu'on souhaitait obtenir, à savoir le 100% sur Metacritic, donc on est content. Moi je suis content, si TechRex l'est aussi, on va voir comment va TechRex. Bon, TechRex a l'air content aussi, donc pour moi c'est tout bon. Ok, donc on va s'arrêter là. Je m'appelle Benoît Arnaud, je suis développeur chez Soprasteria au pôle intelligence artificielle basé à Strasbourg. Je développe une plateforme de chatbot qui s'appelle le Live Intelligence en Node.js et je travaille sur la plateforme qui l'héberge en SaaS sur Kubernetes. Je vous ai laissé quelques références, en particulier la première qui contient vraiment les informations principales sur cette chose-là. Et je vous ai aussi mis mon implémentation de netcode que j'ai développé de mon côté pour préparer Sto, qui est encore avant, si vous voulez voir comment est-ce que tout ça fonctionne de manière vraiment réelle. Et c'est tout pour moi, donc si vous avez des questions. Bonjour et merci pour le talk, c'était super intéressant. Cool. J'avais une question sur quand on n'envoie que l'état qui a changé au client. Ouais. Si on reprend l'objet, le Mario, et qu'on simplifie, il a un ID, une position X, une position Y. Ouais. Et on s'est mis d'accord, les 4 premiers octets c'est l'ID, les 4 suivants c'est X et les 4 suivants c'est Y. Ouais, tout à fait. Si j'envoie que ID et Y, parce que X ça n'a pas changé, comment le client il sait si les 4 dernières octets ça correspond à X ou à Y, puisqu'il ne reçoit que 8 octets sur 12? Très bonne question, je me suis cassé la tête là-dessus dans mon implème. Okay. En fait, la stratégie, ça consiste avant de mettre l'octet qui correspond par exemple à la position, un ID qui correspond à la data en question.
Et donc, je pense que c'est utilisé dans pas mal de protocoles en réalité ce truc-là. Donc tu dis, je vais te donner la position, et derrière tout le monde sait que la position, elle va prendre, disons, 8 octets. Donc on sait que les 8 octets suivants, c'est la position, et on s'en sort comme ça. Bonjour, merci pour cette talk intéressant. Petite question sur les implémentations de Netcode. Quelles applications avec l'IA, justement? Ah, aucune, c'est un projet perso, ça. D'accord, mais est-ce que c'est quelque chose qui peut s'envisager? Est-ce que vous avez vu des applications qui Alors, peuvent aller dans ce sens? du point de vue de l'IA, il y a certaines applications, effectivement. Donc, je crois savoir que Google, quand il travaillait sur Stadia, donc un projet de cloud gaming, ils avaient travaillé sur un truc sur le rollback-based netcode, justement. Donc, eux, ils essayaient d'avoir quelque chose d'un peu mieux que la supposition que les joueurs font toujours la même chose et d'essayer d'avoir une meilleure anticipation de ce que vont faire les joueurs en s'entraînant précédemment sur ce qu'ils ont fait. Donc, pour avoir moins de rollback, justement, même chez les gens qui ont une connexion un peu importante, parce que Stadia, ils envoyaient un flux de pixels carrément. Donc, tout prenait plus de temps et c'était en l'état assez difficile. C'est un exemple d'implémentation pour l'IA. J'en vois pas d'autres comme ça. Bonjour. Est-ce que toutes ces Bonjour. techniques qu'on rajoute et qui rajoutent du code, est-ce qu'elles sont séparées du code du moteur du jeu en local ou est-ce qu'on est obligé de l'intégrer, donc de modifier le code et Non, le rendre plus complexe? on est obligé de les intégrer dans le local, malheureusement. Tout ne peut pas être côté serveur parce que justement, tout ce qui est le premier exemple que j'ai donné, typiquement la prédiction, ça implique que le client sache comment fonctionne le jeu à minima. Donc, si notre Mario fait un saut et qu'on doit prédire la réponse du serveur, ça veut dire que côté client, on doit au moins avoir une implémentation de la physique du jeu qui est proche du serveur, le plus proche possible, si possible, parce que sinon vous allez avoir beaucoup de réconciliation à faire et vous allez largement impacter votre expérience de jeu. C'est un problème qui est compliqué des fois d'avoir exactement la même implémentation parce que typiquement une position d'un personnage, souvent ça va être représenté avec des floats. Et il se trouve que toutes les plateformes ne gèrent pas les floats de la même manière. Et entre deux plateformes, si vous faites des opérations sur les floats, vous n'aurez pas toujours le même résultat. Et donc sur un truc aussi bas niveau, vous allez pouvoir flinguer votre netcode assez bêtement. Donc il faut faire attention à ça. Mais oui, malheureusement, on est obligé de mettre des choses qui parfois augmentent largement la complexité. Le rollback-based netcode, typiquement, c'est pas du tout évident à implémenter. Et c'est le genre de choses qui mettent en place uniquement sur les jeux où la latence est vraiment très très importante. Je pense par exemple aux jeux de combat, où si un adversaire commence un coup, vous devez savoir aussitôt que possible que l'adversaire a lancé cette attaque. Et vous ne pouvez pas juste dire bon bah on l'informera dans 20 millisecondes, parce que ça peut juste tout changer. J'espère avoir répondu. Merci beaucoup pour le talk, c'était super intéressant. Quels autres types d'architecture on peut retrouver aussi pour les jeux vidéo du coup? Il y en a qui sont en peer-to-peer pour différentes raisons. Déjà des raisons de coût, parce que peer-to-peer, vous n'avez pas de serveur, ce qui est quand même vachement pratique. Et parce que ça peut réduire les latences, parce que mine de rien, tout pareil, les jeux de combat souvent sont en peer-to-peer. Donc ça permet, au lieu d'avoir le flux vers le serveur puis vers les autres clients, vous avez directement entre les deux clients. Ça pose quand même des gros soucis, parce que qui croire du coup? Vous avez deux machines dans lesquelles vous ne faites pas confiance. Sur un jeu de combat, ça se passe assez bien parce que vous avez que deux machines. Et si vous envoyez les logs entre guillemets du combat, s'il y a un désaccord entre les deux machines sur qui a gagné, on pourra toujours regarder après coup. Si vous commencez à avoir 10 ou 100 joueurs sur la même partie, du peer-to-peer, ça devient très très difficile à implémenter parce qu'il faudrait, j'imagine, mettre en place un genre de démocratie entre les joueurs pour savoir qui a raison sur tel résultat d'input, etc. Donc là aussi, ça rend la chose assez difficile. Je ne vois pas d'autre architecture que celle-là. Si, il y a aussi des architectures dans lesquelles le serveur n'est pas autoritatif dans des environnements très très fermés. Typiquement sur les simulations de combat militaires qui tournent sur des ordinateurs de l'armée. C'est les ordinateurs de l'armée, on a confiance, personne n'a intérêt à tricher réellement. Donc on fait confiance aux inputs de tout le monde en réalité. Je crois qu'il n'y a pas trop d'autres architectures, enfin pas qui me viennent en tête.
Bonjour, merci pour le talk. Moi j'avais une question, c'est ce que tu as présenté, est-ce que c'est l'état de l'art aujourd'hui du réseau dans le gaming ou il y a encore de la recherche, il y a encore de nouvelles techniques qui se développent? Oh, il y a toujours des techniques qui se développent. Comme vous l'avez vu, c'est pas mon métier à proprement parler. Donc je prétends pas être vraiment à l'état de l'art. Je pense que c'est quand même ce qui représente aujourd'hui les techniques qui sont implémentées dans la majorité des jeux vidéo qui existent en ce moment. En termes de recherche, il y a des choses qui sont assez intéressantes qui existent. J'ai notamment pu voir un papier sur un chercheur qui utilisait la compensation de lag justement pour mettre en place des bullet time dans les jeux. Donc rendre élastique la façon dont on compense le lag chez les différents joueurs pour qu'un joueur puisse ralentir le temps mais que ça ralentisse pas le temps chez les autres. Pendant très peu de temps du coup parce que ça a forcément un impact sur la façon dont on répercute la compensation de lag. Mais il y a des choses qui sont faisables et il y a des choses même inventives là-dessus et sur lesquelles on base tout un gameplay finalement. Alors bonjour et merci. J'avais une question concernant la triche. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser un logiciel très intrusif comme Vanguard pour le jeu donc Valorant, qui est installé côté client? Est-ce qu'on ne pourrait pas tout vérifier côté serveur? Alors, ouais. Tu avais une suite? Je t'ai pas coupé la parole? Non, super, pardon. En fait, ça résout deux problèmes différents. Là, j'adresse une partie de la résolution du problème de triche, qui est les inputs qui sont carrément illégaux ou un joueur qui dit qu'il se téléporte alors qu'il n'y a pas le droit. Ce que va adresser Vanguard, c'est pour empêcher l'aimbot, par exemple. Donc, en gros, de manière automatique, le curseur du joueur va se placer sur la tête de l'ennemi. Sauf que sur un aimbot, les inputs du client, elles sont tout à fait légitimes en fait. Il n'y a pas de règle qui l'empêche de bouger sa souris super vite. Ce qui est interdit en réalité, c'est d'avoir installé un logiciel tiers qui va bouger la souris pour toi. Et ça, côté serveur, tu ne sais pas ce qui se passe chez le client malheureusement. Donc c'est malheureusement nécessaire. Il y a quand même une autre approche pour empêcher la triche qui est complémentaire, qui ne remplace pas, qui consiste à, comme je le disais tout à l'heure, conserver énormément de logs sur le jeu, conserver toutes les actions de tous les joueurs, et derrière faire des stats. Et si on se rend compte qu'un joueur a tendance à bouger sa souris lentement la majorité du temps, puis d'un coup à la bouger extrêmement vite, après coup, on a moyen d'avoir des suspicions de triche qui derrière pourront être traitées par un arbitre humain ou par la communauté. On avait une question sur l'IA tout à l'heure, c'est vrai que c'est aussi une approche. Si vous avez conservé plein de stats sur les joueurs et sur comment est-ce qu'ils leur façon de jouer, vous avez un moyen du coup de les empêcher de tricher comme ça en traitant toutes ces données et en détectant les fraudes, un peu comme on le fait sur les fraudes à la carte bancaire dans d'autres domaines. Merci pour la présentation et pour le choix du jeu. Ma question, c'est par rapport au lag compensation. Donc, comme on a vu, le serveur, il doit estimer un peu le nombre de ticks en retard par rapport à son client et c'est différent d'un client à un autre. Donc, je suppose que le serveur, il doit estimer un peu le ping de chacun de ses clients. Oui, tout à fait. À quelle fréquence ça se fait? Parce qu'on sait quand on est sous Wi-Fi, donc ça peut varier très rapidement. Tout à fait. Alors, en général, comme je le disais tout à l'heure, à chaque tick, le client il va renvoyer un acknowledge pour dire j'ai bien reçu la dernière information. Donc ça, déjà, ça donne une bonne idée de la latence que tu as. Et du coup, vu que tu le fais à chaque tick, ça veut dire que tu vas le faire en gros 30 fois par seconde. Donc ça te donne une idée un peu globale. On mélange un peu ça en faisant confiance au joueur quand lui il nous dit à quel tick il pense être. Et donc pour ça, l'idée c'est de synchroniser autant que possible les horloges entre le client et le serveur. Il y a des techniques qui fonctionnent comme ça. Vous envoyez un message avec votre heure à vous, le serveur vous répond la sienne, et avec la différence des deux, vous pouvez savoir quel delta vous avez de base. Et vous pouvez synchroniser vos horloges. Et une fois que vous êtes synchronisé avec l'horloge du serveur, vous pouvez dire j'envoie cette information à tel moment, à tel timestamp, et le serveur va y faire confiance. Dans une limite, par contre, parce que ce truc-là, d'une part, si vous le poussez trop, si vous autorisez à compenser des lags sur 10 secondes, par exemple, vous allez carrément ruiner l'expérience des autres joueurs parce qu'ils vont se faire tuer par quelqu'un qui a fait une action qu'ils n'ont même pas eu le temps de voir. Parce qu'en 10 secondes, le saut, il est fini depuis longtemps. Et en plus, si on compense trop de latence,
Ça peut donner lieu à de la triche, même si j'y crois pas trop, parce que quitte à tricher, autant utiliser un logiciel tiers, on en parlait tout à l'heure. Mais ouais, de toute façon, il faut définir une latence au-delà de laquelle on ne compense pas, et si le joueur nous dit j'ai fait cette action il y a 2 secondes, désolé, mais tu l'as fait il y a 300 millisecondes parce que c'est le maximum que je compense de toute façon. Je crois avoir répondu à la question. Et je crois qu'on est au bout. Ouais, 0, voilà, parfait. Merci à tous.